Son rire me manque, ses coups de téléphone me manquent, l'ami me manque comme ça. Enfin, mon arrêt au film du carrosse me manque, sa pièce en bois, ses livres, ses réflexions me manquent, mais on a beaucoup ri ensemble. D'abord, on se tutoyait, ce qui était rarissime, il voyait tout le monde, ça c'était encore une grâce de voyou. J'ai découvert un déconneur, mais en même temps un cancre un peu aussi. C'était pas les premiers de la classe, mais il était loin de là même. Mais enfin, il connaissait, il savait parler aux femmes surtout. Et ça, c'est très bien. Je veux dire, c'est pas un metteur en scène bloqué qui savait pas mettre en scène une femme. Et donc, du dernier métro, après, est née une espèce de liaison complètement comme si je l'avais connu, rencontré dans son centre de délinquants, finalement. On était tous les deux. Et qu'est-ce qu'on pouvait balancer? Il adorait que je balance sur les autres cinéastes. Il était content, il disait oh non, oh non. Il disait non pour m'en faire dire encore davantage. Et moi, j'y allais à fond. Quand j'entends parler de lui, quand je lis des papiers, etc., alors c'est Truffaut la tendresse, Truffaut et les enfants, Truffaut et les femmes, Truffaut et l'amour, Truffaut et les livres. Bien sûr que tout ça, c'est juste. Il y a du juste là-dedans, dans tout ça. Mais ça me semble... C'est quelqu'un qui, effectivement, s'encadrait déjà. Il avait une allure extérieure extrêmement classique, non? Il mettait des cravates tout le temps, il avait des petits costumes, il avait cette petite silhouette assez impeccable. Mais ça ne ressemble pas à ce qui était dedans, du tout. Alors il avait un souci de reconnaissance. Il n'avait pas envie de jouer au voyou. Mais au fond de lui, oui, il était quand même plus tourmenté que ça, plus agité, moins sage, moins il ruait dans les brancards. Alors oui, c'est une image qui me semble juste, mais très incomplète. Ce qu'il faudrait, c'est enlever l'espèce de statue qu'on a fabriquée. Il faut donner quelques coups de marteau là-dedans. François s'était fabriqué une espèce de tête de statue du commandeur, comme ça. Mais en même temps, c'était bien pratique pour les autres. Quand il est mort, il y a Jean-Luc avait écrit qu'on avait une protection qui disparaissait. C'est assez vrai. Enfin, c'est-à-dire que il était la justification de tout ce qu'on pouvait faire d'inégal par rapport à lui qui s'efforçait à l'égalité. Il gardait enfin le côté non conformiste pour ses films, mais c'est vrai que sa vie donnait les apparences d'une vie très bourgeoise. Moi, je lui en voulais de tout. J'en voulais d'avoir trahi le 9e arrondissement pour aller habiter à Passy, d'avoir un mode de vie comme ça, bien équilibré, dans un appartement super bourgeois, d'aller au César, d'aller... oui, tout ça, je n'en voulais pas, en fait, non, mais je ne comprenais pas, quoi. C'était après les 400 coups, on a déjeuné ensemble dans un petit restaurant qui était rue Lincoln, qui s'appelait Chez Mercier, où on allait assez souvent, qui n'existe plus, qui est japonais maintenant. Et là, j'ai vu François, qui auparavant se foutait éperdument de la nourriture, commencer à jouer les raffinos. Et pour les huîtres, par exemple, il a demandé je voudrais 12 belons. Alors, il y avait des numéros, il me dit lequel? J'ai dit prends les zéros, ça suffit parce qu'après c'est trop gros. Alors 12 belons zéros. Le coup de la Facel Vega, c'est formidable parce qu'il avait acheté une Facel Vega et il se baladait comme ça dans sa Facel Vega. Quand il se mettait dans la Facel Vega, bon, c'était émouvant, enfin, parce que il était transparent littéralement, quoi. Et il a eu un accident. Je ne sais plus comment, il a cassé la Facel Vega. Et alors après, ça l'a transformé, c'est-à-dire qu'il a cessé d'être nouveau. Il a été nouveau riche pendant 2 ans, comme ça. Bon, alors je vous cite Céline, vous me permettez? Bon. Dans Le Voyage, il y a une phrase de Céline qui m'a toujours beaucoup frappé. C'est une espèce de maxime. La vérité de la vie, c'est la mort. Il faut choisir mourir ou mentir. Alors nous mentons pour continuer à vivre. Alors François a dû mentir de 1000 façons. Alors un homme, c'est un mensonge. Bon, donc, disons que le mensonge François pour Truffaut est un mensonge extrêmement complexe. Et moi, personnellement, il me touche beaucoup. Mais parce qu'il est lié à mes propres mensonges. François a toujours voulu exorciser sa jeunesse. Il a eu une jeunesse délinquante, il a volé la caisse, il aurait pu tourner mauvais garçon. Bon, et puis, il a été sauvé,
Et toute sa vie, toute son œuvre, cette hantise de l'auteur maudit, du poète maudit, du mauvais garçon, était là présente derrière lui et il s'efforçait de la cacher. Il s'efforçait de la repousser pour devenir pardonnez-moi l'expression, parce qu'elle est péjorative et pas dans ma bouche, un cinéaste un peu bourgeois. D'emblée, il voulait être universel. Je ne sais pas, maintenant par des recettes, on veut le faire à la télé pour avoir un bon audimat. On dit pour avoir un bon audimat, il vaut mieux être universel. Mais lui, c'était comme ça, il voulait être universel. Donc, il ne prenait dans ses souvenirs, que ce soit aussi bien dans les 400 coups que dans même de la peau douce, il ne prenait que des choses qui vérifiaient par des idées générales. Donc ça devenait que ce qu'il avait vécu, ou ce que les copains lui racontaient, parce qu'il avait vraiment confiance dans les choses qui avaient été vécues, ou qu'il lisait, que ce qui alimentait, enfin ce qui était corroboré par toute une idée de l'adolescence, de je sais pas quoi, des débuts dans la vie, des choses comme ça. Et Truffaut voulait que ses films aient du succès. Ça veut dire qu'ils touchent le public. Pas un immense public, c'était 200, 300 000 spectateurs, c'était de cet ordre, mais cela, il les voulait. Si je me souviens bien, quand Tirer sur le pianiste est sorti, c'était le bide total, ça n'a pas marché. La réponse de François à ceci, c'était « c'est de ma faute », il a dit. Si un film ne marche pas, ce n'est pas la faute du public, c'est la faute du réalisateur. Alors, il cherchait toujours, franchement, plaire. Et parfois, ça marchait pas en France, mais ça marchait au Japon et aux États-Unis. J'aime pas tellement le mot conquérir, mais s'il peut atteindre un public ailleurs, la pression diminuait. Il pouvait se permettre de faire tel film, sachant que, par exemple, La peau douce va pas peut-être marcher en France, mais il y aura un grand public en Suède. Donc, il était conscient du fait qu'il fallait voyager dans ces pays, donner les interviews, connaître les gens qui s'occupent de la sortie. Et c'était pas manipulateur, c'était pas machiavélien, c'était tout simplement un réalisateur qui se rend compte qu'il y a un public et que plus grand c'est le public, mieux c'est. On peut très bien aimer les films de Truffaut, parce que d'une certaine façon, les films de Truffaut font semblant d'aimer le public de façon chaleureuse, excessive, et même, même quelquefois un peu démagogique, alors qu'au fond, son cinéma n'est rien de ça. Son cinéma, c'est tout ce qui se passe derrière, et dans chacun de ses films, même ceux qui ont les apparences les plus tranquilles, se joue quelque chose qui est violent, de quelque chose qui est profond, et quelque chose, en tout cas, qui est lui à ce moment-là. C'est une œuvre autobiographique. Lorsqu'elle se rendait au bain de rivière, elle laissait sa bicyclette posée contre un arbre et nous tournions autour. À l'époque, on pensait tous que c'était sans doute Jean-Luc qui allait sauter le pas le premier. Et finalement, c'est François qui a sauté le pas le premier, qui n'a pas hésité à risquer sa vie. Cela dit, eux, ils risquaient rien. Mais nous, on pensait qu'ils risquaient tout, parce que si les Mistons avaient été très très mal accueillis, c'était fini, quoi. Moi, j'ai toujours pensé, c'est vrai que pour l'originalité de François, le fait qu'il a réussi si bien, c'est parce que très vite, lui, il était le dos au mur. Hein. C'est un peu comme... Il était le dos au mur, il avait pas... Nous, on pouvait tous, un jour ou l'autre, ou devenir prof, ou se trouver un boulot plus ou moins dans les sphères que nos parents défrichaient et tout ça. Donc, moi, je pouvais devenir professeur d'histoire et de géographie ou n'importe quel truc comme ça. Chabrol pouvait devenir, j'en sais rien, pharmacien. Bon, on avait tous des... Et François, il n'avait pas de position de repli, donc il était obligé d'aller
aller de l'avant. Et moi, je crois que ça lui a donné, c'est ça qui lui a donné en partie son tonus. Et je me souviens très bien de sa première apparition dans le bureau. Oui, j'avais un grand bureau qui était au film Le Cossinor, qui appartenait à son beau-père. J'étais directeur général adjoint et son beau-père m'avait dit, voilà, un garçon que connaît ma fille voudrait faire un court-métrage, mais pour ça, évidemment, il faut faire une société. Donc je l'ai reçu, je lui ai expliqué ce qu'il fallait faire. Et c'est comme ça qu'on a créé, pour lui, on a créé les films du Carrosse. Et M. Morgenstern est un homme posé, fantastique, qui a été mon maître à penser, on peut dire, au point de vue des affaires, et même sur le plan philosophique et même un peu politique, si vous voulez. Et donc, il a aidé ce garçon, mais il ne le comprenait pas profondément, bien sûr. C'était pas possible. C'était un monsieur d'Europe centrale. François, c'était un titi parisien. Et moi, il était plus proche de moi, qui a eu la même enfance. Et c'est pour ça que dans les 400 coups, moi, j'étais enthousiasmé des 400 coups. Tandis que le beau-père de François... les témoins, il faut bien le dire, la première projection que nous avons eue, M. Morgenstern n'était pas emballé par le film. D'abord, ça l'intriguait, c'était bizarre. Moi, c'était pas des Fernandel, c'était pas les Gabin, c'était pas tout ce qu'il avait connu comme distributeur et comme représentant de film qu'il était à l'origine. Donc, évidemment, il était surpris. Dans la société où je travaillais, qui était la société de mon père, on sortait des films qui étaient la qualité française au mieux et la pas qualité française au pire. Et naturellement, on se faisait presque toujours éreinter dans art. Et donc, pour moi, François Truffaut, c'était quelqu'un de redoutable. Ça n'avait pas beaucoup d'importance. Ça n'influençait pas beaucoup le box-office pour nos films, parce qu'on sortait des Fernandel, des Gabin, ou des films de Verneuil qui à l'époque passaient pour ne pas avoir qui n'avaient pas besoin ni des cahiers du cinéma ni de art pour faire leur carrière. Et la seule bonne critique qu'on ait jamais eue, ça a été pour Dieu créa la femme. Je n'ai jamais lu un article sur moi qui mentionne mon existence autrement que la fille du producteur. Il épouse la fille du producteur untel et il fait son premier film. Et bien sûr que ça pèse dans les rapports. Il y a un moment où, à force d'entendre les gens vous dire un truc, ça fait tilt et vous dites, bah oui, dans le fond, c'est ce que je suis. Très certainement, François a fait son premier long métrage grâce à moi et grâce à mon père. Et je prétends qu'il a gagné 1 an. Mais que l'année suivante, il l'aurait fait sans me connaître, sans connaître mon père. Il aurait embobiné Bomberger ou il aurait embobiné quelqu'un d'autre. Et après les Mistons, déjà, tout le monde savait qu'il savait diriger. Des secrets, je crois que, bien sûr, il doit en avoir beaucoup encore. Et beaucoup pour moi aussi. Par exemple, il y a énormément de correspondances au bureau. Et il faut vraiment que les gens me demandent d'ouvrir un dossier puis que je regarde dedans. Mais à l'endroit où je suis, je pourrais maîtriser une partie de la vie de François. Et j'ai une énorme répugnance à le faire. Parce que je trouve que ce qu'il a gardé secret de son vivant, j'ai pas à ouvrir maintenant et à regarder. Donc il faut vraiment que d'autres, à la faveur d'un travail... me montre des choses. Puis je crois que j'ai toujours peur de ce que je vais voir. C'est pas Barbe Bleue, mais j'ai peur d'ouvrir certains placards. Eh bien, je vois que François avait beaucoup d'ordre. Et il y a également un dossier pour, je pense, beaucoup d'autres personnes, pour tous ses amis cinéastes. Je me demande ce qu'il peut y avoir dans un dossier aussi gros, parce que personnellement, moi, je n'ai pas de dossier François Truffaut. Et ce qui concerne Truffaut n'est pas du tout classé sous son nom. Oui, enfin, il a mon scénario de Malichmod, c'est normal, mais il a des journaux. Je regarderai ça plus tard, mais pour l'instant, je vois qu'il a. Alors ça, je me demande pourquoi, d'ailleurs. Parce qu'il n'a pas participé à ces films, Le Genou de Claire, Perceval le Gallois. Je me souviens l'avoir rencontré un jour dans la rue et il m'a demandé qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que je préparais, et je lui ai dit Perceval, mais c'est tout ce que j'ai dit, tout ce que nous avons dit de Perceval ensemble. Alors, Une femme douce, oui, effectivement, c'est un scénario que j'ai jamais tourné. Une femme douce d'après Dostoïevski, et puis, Pauline à la plage, Le signe du lion, effectivement. On m'avait demandé de faire une émission sur Vigo.
et moi-même et le directeur de la télévision, d'ailleurs, avions pensé à demander à Truffaut d'intervenir et de parler de Vigo. Et à ce moment-là, je lui ai téléphoné pour cette émission. Et nous nous sommes rencontrés, d'ailleurs, dans un café Saint-Germain-des-Prés, au carrefour de la Croix-Rouge, que nous fréquentions plusieurs années auparavant, au moment où François n'avait pas encore fait son service militaire. Je sais que nous étions allés la veille même du moment où il était parti pour l'Indochine. Donc, c'était un café qui éveillait en nous beaucoup de souvenirs. Mais nous avons été déçus parce que ce café s'était complètement transformé. Il n'avait plus du tout aucun rapport avec l'ancien Carrefour, car tel était le nom du café. Et là, nous avons d'abord parlé de Vigo, et ensuite François m'a dit « Alors, Manu chez moi, vous allez le faire ?» J'ai dit « Non, je ne peux pas. » C'est un film que j'ai présenté 2 fois à l'avance sur recette, et il a été 2 fois refusé. Par conséquent, je n'ai plus aucun espoir. Et il me dit, mais ça n'a absolument aucune importance, c'est pas parce que on peut très bien faire un film sans l'avance sur recette. Et je lui ai dit, comment? Eh bien, faites-moi confiance, ce film sera fait. Et à ce moment-là, j'ai lui fait confiance. La combine, je ne sais pas comment appeler ça, enfin, le système de production de François Truffaut, qui est un système d'ailleurs exemplaire et qui a d'ailleurs été repris ensuite pour d'autres films, en particulier pour des films de Stache, a permis de faire le film, sinon le film n'aurait pas pu être fait, parce qu'il était impossible, sans avoir l'agence sur recette, de trouver l'argent nécessaire à la production du film. Aucun producteur n'aurait avancé les 400 000 francs dont on avait besoin. Mais en revanche, 6 producteurs pouvaient avancer chacun, je ne sais pas combien ils ont donné. Ils ont donné 50 000 francs chacun. De ce genre. Oui, je lis ici. Dans ce cas, le devis garanti s'élèverait à 460 000 francs et le coût total à 550 000 francs. Voilà, les prix de l'époque. En fait, il a peut-être un peu moins coûté. Vous savez, les devis sont toujours un peu gonflés. Je ne vois pas à quel endroit c'est curieux. Ah. Non, c'est pas ça. C'est plus l'autre marque. C'est l'autre marque. C'est celle-ci. Si vous faites un film, n'oubliez pas que ce cinéma est là. C'est pas ça. Ce serait celle-là. Voilà, oui, vieille canaille. Oui, c'est curieux, je ne me souviens plus du tout alors. Chaque rapu, l'ami escroc, fripouille, mon frère, sachez que j'ai 1000 choses à vous reprocher, à commencer par vous l'apprendre plus tard, vous l'apprendrez plus tard. Sachez seulement que je vous offre l'occasion de vous racheter, il faut me prêter sans retard, et de vous-même la cheminée jusqu'au cahier, parce qu'à ce moment, il travaillait à longueur de journée au cahier. C'est en 54. Tout ce qui... en votre réduit, j'étais dans une petite chambre d'hôtel, ressemble de près ou de loin à du matériel de cinéma, lampe, oui, je devais avoir 2 photofluides, fil, oui, peut-être 2 rallonges électriques, pellicule, je ne sais pas s'il avait de la pellicule, ces petites boîtes de 16, j'en sais rien, argent, je n'avais pas d'argent non plus. Alors, c'est vous foutre du monde et sans retard me téléphoner ici au cahier demain si possible. Mais qu'est-ce que c'est? Je comprends pas très bien pourquoi ce qu'il voulait faire, parce qu'il n'a pas fait de film. Si, une visite. À 54? Oui. Ah bon, c'est pour une visite alors qu'il demandait. C'est par déduction. Mais là, c'est curieux parce qu'une visite, c'est un film. Oui, ça me paraît très étrange. Parce qu'une visite, c'est un film très secret. Il m'avait pas. J'étais très vaguement au courant. Je sais qu'il le faisait avec Rivette, mais moi, j'étais pas dans la confidence. Comme la vie matérielle et autres était plutôt hostile, le cinéma et la lecture, c'était des refuges, des refuges constructifs. Bon, on était sûr de se trouver toujours au Champollion, où il passait souvent Roman d'un tricheur, par exemple. Bon, on se donnait rendez-vous là, quand on savait qu'il y passait la journée. Donc, Suis-moi. Ton cartable à côté de lui. On ne piquera pas. Toujours aussi de gentil.
commencé un dimanche et il a fini 8 jours après un autre dimanche, vu que c'était un peu farfelu, quoi, parce que François avait 16 ans, moi j'en avais 17. Rien que pour louer une salle, le directeur, on était tous mineurs. François, pour que je marche dans le coup, il m'a raconté que Cocteau devait venir présenter, alors que je suis sûr qu'à l'époque, maintenant, je voulais lui en reparler, mais il n'a jamais rencontré Cocteau à l'époque, donc pas question qu'il vienne présenter le Sang d'un poète. Comme on ne faisait pas partie de la Fédération française des ciné-clubs, c'était pas question d'avoir des films non plus. Et avec quel argent, on n'avait pas pour... Il a voulu forcer une situation qui s'est retournée contre nous, puisque première séance, on a eu 20 personnes à qui on a fait payer un mois. Et le deuxième dimanche, ça prenait la même tournure, et puis son père est venu l'arrêter, donc ça a arrêté tout de suite. Il a saisi François par le col de sa chemise, et un peu comme on voit dans les 400 coups, il l'a embarqué en me disant vous n'êtes pas prêt de vous revoir, de faire vos bêtises. Et il est parti. Et moi, je suis resté sur le trottoir. Ma vie, ou plutôt ma tranche de vie jusqu'à ce jour, a été des plus banales. Je suis né le 6 février 1932. Nous sommes aujourd'hui le 12 mars 1949. J'ai donc 17 ans, 1 mois, 6 jours. J'ai mangé presque tous les jours. J'ai dormi presque toutes les nuits. J'ai, à mon avis, trop travaillé. Je n'ai pas eu assez de satisfaction et de joie. Les Noëls et les anniversaires ont tous été quelconques et décevants. La guerre m'a laissé indifférent et les abrutis qui la faisaient également. J'aime les arts et en particulier le cinéma. Je considère que le travail est une nécessité comme le rejet des excréments et que quiconque aime son travail ne sait pas vivre. Je n'aime pas les aventures et je les ai évitées. 3 films par jour, 3 livres par semaine, des disques de grande musique suffiraient à faire mon bonheur jusqu'à ma mort, qui arrivera bien un jour et qu'égoïstement je redoute. Mes parents ne sont pour moi que des êtres humains. C'est seulement le hasard qui fait d'eux mon père et ma mère. C'est pourquoi ils ne sont pas plus pour moi que des étrangers. Je ne crois pas en l'amitié. Je ne crois pas non plus en la paix. J'essaie de me tenir peinard à l'écart de tout ce qui fait trop de bruit. La politique n'est pour moi qu'une industrie florissante et les politiciens des fripouilles intelligentes. C'est là toute mon aventure. Elle n'est ni gaie, ni triste. Elle est la vie. Je ne fixe pas longtemps le ciel car lorsque mes yeux reviennent au sol, le monde me paraît horrible. Moi, quand je l'ai connu, je pense que... Quand je l'ai connu, le monde lui paraissait pas horrible. Dans une demi-heure, Non, du coton roulé plié dans de la toile à matelas. Quel enculé maintenant 88. Je viens chercher Douanel. Douanel, c'est lequel? Fumer de l'aspirine. Douanel, c'est lequel? C'est moi, pourquoi? Par ici. Et on peut sortir pour aller pisser? Non, seulement à 6 heures. Ah, pourri salaud dégueulasse! Fallait pas assommer la sentinelle la semaine dernière. Douanel, tu pisseras pour nous! Entendu. Hé, tu pèseras pour nous? Ouais, d'accord. À 5 heures! À 5 heures juste. On pensera à toi à 5 heures. Je suis sûr que pendant un bout de temps, il n'avait pas la sensation de chercher à arriver quelque part. Je crois que c'est venu en cours de route. C'est pas venu au départ. Quand il rôdait comme ça dans les ciné-clubs, il aimait le cinéma et tout comme ça, mais je suis sûr qu'il n'avait pas de but encore. Je veux dire, l'endroit où il voulait aller, c'est pas précis. Je crois que ça s'est précisé aux alentours de 49, des choses comme ça. Un soir, je vais à la Cinémathèque, et qu'est-ce que je vois, surgissant de la nuit? Je vois mon François en uniforme, comme ça. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Tu viens à la Cinémathèque? Mais je te croyais en Allemagne, je te croyais mobilisé, enfin prêt à partir. Il dit non, j'ai déserté. Alors pour moi, c'était, j'ai dit, voilà. Alors là, il a monté dans mon estime, c'était un déserteur, donc c'était un type bien. Je crois que cette histoire d'engagement en 51, enfin, c'était pour régler ça. C'est-à-dire que ça arrive très souvent, ça. On dit, bon, on va tout régler, on va démarrer après. Maintenant, il y a une chose que je comprends pas. Il y a des garçons qui n'aiment pas l'armée, on les appelle, ils font le service, et puis voilà. Ils ne demandent pas à y entrer. Pourquoi vous êtes engagés? Hein? Ben, j'avais des raisons personnelles. À cause d'une fille, sûrement. C'est lamentable. L'armée n'est pas un refuge. Sans compter que vous avez dépensé votre prime d'engagement.
Je me demande d'ailleurs pourquoi on ne l'a fait pas rembourser. Si c'était moi... Oui, vous devez être sûrement protégé. Vous avez des amis communistes. Maintenant, c'est eux qui font la loi. Passons. Eh bien, il a porté la gaieté à la maison. Je veux dire qu'André revenait quasiment de sanatorium. Donc, on avait un enfant, on habitait la banlieue. Et même si c'était dans une maison où il y avait un grand parc autour, la banlieue, ça vous isole du monde. Et donc, quand François est arrivé quelque chose qu'on connaissait moins dans la maison. En tous les cas, c'était pas le caractère d'André d'être un peu insolent, tout ça. Et François avait ses qualités. Il était à la fois sauvage, renfermé, insolent, pas insolent avec les gens, mais insolent avec les idées. Et d'une grande gaieté, je veux dire. On riait tout le temps avec François. Et ça a beaucoup changé la vie dans la maison. En fait, on croit toujours que... C'est vrai que, bon, on l'a tiré d'un pétrin, quoi, comme on dit. Mais en fait, je crois que nous, on avait tiré le bon numéro. Parce que ça a été 2 années extrêmement heureuses avec François. Et je veux dire qu'il avait vraiment tout pour plaire. Cette espèce de mélange de timidité, d'insolence, de sauvagerie et de charme, quoi. Était assez extraordinaire. Finalement, on se demande toujours, on croit toujours qu'on fait une bonne action. Mais les bonnes actions, est-ce qu'on les fait pas aussi pour soi? Je veux dire, il semble qu'on ait un petit peu perçu en allant chercher François qu'on voulait aller le chercher, quoi. Que c'était pas, dans le fond, un hasard. Qu'on allait avoir envie de vivre avec lui. Je pense que quand François s'est aperçu qu'il avait une famille quand même, qui était la famille, pratiquement un vrai père qui était André, une vraie mère qui était Janine, et des vrais frères qui étaient nous, enfin des vrais frères, pas tout à fait des frères, mais quasiment. Bon, je crois que ça l'a. Si, il a commencé à chercher les filles à ce moment-là, ce qui était très bien. Moi, j'ai connu l'époque qui était vraiment follement émouvante, où Truffaut donc vivait à l'hôtel, commençait donc à écrire, et puis il a même écrit à l'époque pour le Temps de Paris, donc il écrivait pas mal, parce qu'il écrivait même sous d'autres noms pour le Temps de Paris et tout ça. Et Bazin avait sa chronique dans l'Observateur, et il se téléphonait, parce que Bazin était déjà un peu malade et tout, il se téléphonait, mais pendant 1 heure et demie, c'est-à-dire qu'ils avaient vu le même film, forcément, parce que c'est le film qui sortait, ils devaient tous les deux en faire la chronique. Et donc, ils ajustaient leur point de vue en même temps. On peut presque dire que à cette époque-là, Truffaut avait commencé à être armé, quoi, comme raisonnement. Donc, on peut dire à la limite que c'est ça qui était émouvant, c'est que presque la preuve, si Bazin prenait le temps de téléphoner si longuement, Truffaut pompait peut-être sur Bazin, ou il avait pompé quand il était jeune, mais là, on peut presque dire que Bazin pompait sur Truffaut. Si je suis entré là, c'est grâce à lui. Il était au Festival de Cannes et il lui fallait un remplaçant à Paris. Et à ce moment, il m'a demandé de faire la critique. Je me souviens très bien de quel film c'était. C'est-à-dire c'est un film que j'ai éreinté à tort ou à raison. C'est un film de Buñuel qui était La mort en ce jardin. J'ai fait une critique très méchante, peut-être parce que plus méchante que je ne fais en général, peut-être parce que je m'imaginais que pour remplacer Truffaut, pour succéder à Truffaut, il fallait être aussi méchant que lui. Là où il a éclaté pour moi, c'est quand il a commencé au Cahier du cinéma à préparer sa politique des auteurs. Son grand article sur un certain cinéma de qualité, où il descendait en flammes Bost, Orange, Othon-Lara, Delannoy et même Grémillon, m'avait rempli de bonheur. Et pour moi, ça rejoignait tout à fait ce que j'avais écrit en 45-46 dans mon article sur la caméra stylo. Mon idée, c'était que les metteurs en scène devaient écrire leur scénario et que les scénaristes devaient mettre en scène leur film. Mais un jour que j'étais seul avec Boss, on travaillait sur l'horloger de Saint-Paul, je lui ai parlé de cet article. Et je lui ai demandé si ce que j'avais lu dans le livre de mémoire de Henri Janson était vrai. À savoir que Truffaut serait venu trouver Bost en le couvrant d'éloges, en lui empruntant un nombre de documents et de papiers, de notes, et le scénario du journal d'un curé de campagne, qui était un film que Orange devait réaliser, qui aurait été le début de réalisateur d'Orange, scénario dont c'était la première version, dont ni Orange ni Bost n'étaient satisfaits. Et que Bost m'a dit que Bost ne voulait pas passer. Mais Truffaut insistait tellement que finalement il lui a donné. Bon, tous ces papiers
tous ces dons, tous ces compliments aboutissent à l'article en question. Et Bost m'a ajouté, et quelques jours après, j'ai reçu une lettre manuscrite de Truffaut qu'il m'a montrée, et qui disait « Cher Pierre Bost, vous avez dû être surpris par le ton de l'article. Il ne représente pas ce que je pense réellement. Mais vous comprenez, je suis un jeune journaliste, il faut que j'arrive, je dois arriver, et donc j'utilise des moyens de la polémique, fût-elle injuste. J'ai toujours une immense admiration pour vous, et pour ce que vous écrivez. L'homme après qui j'en ai, c'est Orange. » Et Bost m'a ajouté cette phrase formidable. « Je n'ai jamais montré cette lettre à Orange. Jamais. » C'est-à-dire qu'il a continué à travailler avec lui pendant 25 ans, 20 ans, sans lui parler, sans lui mentionner cette lettre. Je me demande quel est l'acte le plus élégant des deux. Et j'ai dit à Bost, mais donc vous aviez une lettre formidable. Elle est incroyable, elle est même un peu irresponsable de la part de Truffaut, parce qu'il suffit de la publier, cette lettre. Moi, je la vois, vous l'envoyez. Et il a eu cette réponse étonnante. Il a dit, j'ai trouvé que François Truffaut avait été mal poli avec moi. Je me souviens encore du mot, mal poli. Et je ne voulais pas faire pareil. C'est-à-dire qu'il aurait pu arrêter du jour au lendemain l'espèce de campagne de discrédit énorme que cet article a déclenché, et à mon avis, en grande partie à tort. Parce que quand on relit le papier, ce que j'ai fait au moment de l'horloger de Saint-Paul, quand on le relit, on s'aperçoit que finalement, toutes ces attaques dirigées contre Orange et Bost devraient l'être le plus souvent contre les réalisateurs qui ont filmé leur scénario. Que Truffaut se trompe de cible, que les défauts de certains des films, et quelquefois aussi les qualités, sont imputables à la réalisation. Nous étions brouillés, mon père et moi, et un jour il me téléphone, et le téléphone était en bas chez la concierge, qui s'appelait Madame Ackermann, et alors, moi j'étais au 4e étage, alors elle disait, Marcel, votre père vous appelle. Et alors il y avait les autres qui étaient sur le palier, qui entonnaient en chœur, Marcel, votre père vous appelle. Alors je descendais l'escalier, puis j'allais au téléphone. Et alors il me dit, tu n'es pas rancunier. Je dis, ça dépend, pourquoi? Parce qu'on s'était engueulé à propos de ma mère. Et il me dit, il faudrait que tu viennes à Neuilly. Il faut m'aider. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu viennes à Neuilly parce que il y a deux types là qui m'appellent et qui veulent m'interviewer. Alors comme, je crois que c'était Madame II, va sortir, je suis obligé de leur parler, mais je ne sais pas quoi leur dire parce que je ne comprends pas ce qu'ils me disent. Alors il dit tout ça en allemand, bien sûr. Il me dit, tu sais, ce sont des intellectuels. Ce sont des gens de ta génération. Ils travaillent pour un truc qui s'appelle les cahiers du cinéma. Je ne comprends absolument pas ce qu'ils me disent. Il faut que tu viennes pour me traduire. Je dis, comment il s'appelle? Il y en a un qui s'appelle, je sais pas, comment il s'appelle ce type? François Truffaut, et l'autre s'appelle Jacques Rivette. Alors je dis, oui, je sais qui c'est, mais ils sont très bien, mais t'as pas besoin de moi. Si, viens. Donc j'arrive, je viens ici, on était encore brouillés, et puis il y a les deux qui s'amènent avec, à l'époque c'était de très gros magnétophones, hein, avec l'ascenseur, là, qui était à l'époque encore un grillage, et avec le Grundig coincé dans l'ascenseur. Et puis, ils étaient timides, mal fringués. Mon père était très, très élégant. C'était un homme avec la pochette, toujours un costume de tailleur. Hein. Et puis... dès qu'ils sont entrés, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'était ni Jacques ni moi. C'était la rencontre entre Max Ophüls et François Truffaut. Et il n'y avait pas de traduction à faire. Il n'y avait qu'à s'asseoir dans un coin et les écouter pendant 1 heure ou 2. Je pense que mon père, ça le consolait énormément. Que le jeune cinéma et que les gens qui représentaient
la vie et le cinéma et la France et la jeunesse et qui voulait changer les choses, le choisissent un peu comme un de leurs maîtres. Cela dit, il savait très très bien aussi les rapports qu'il y avait entre ça et Balzac, et les illusions perdues, et le côté on s'accroche à des maîtres vieillissants qui, pour aussi entrer ensuite par la grande porte. Et c'est pour ça que je parle de Balzac, parce que dans Balzac, c'est une recette qui est expliquée, n'est-ce pas, que pour arriver à ce que Paris nous appartienne, on choisit des maîtres en difficulté. Il y a des gens qui arrivent à faire de la mise en scène avec un entraînement extrêmement ardu. L'entraînement extrêmement ardu, Truffaut l'a eu. Mais en même temps, il était tellement doué pour ça, ça se voyait, ça se sentait dans la conversation, ça se sentait lorsqu'on parlait d'un film et qu'il faisait remarquer tel et tel détail de ce film. Ça se sentait dans ses articles. On se disait, il écrit, et j'adore lire ce qu'il écrit, c'est courageux, et puis c'est amusant, toujours, ce qui est, à mon avis, une très grande qualité. Il a appris à faire des films en regardant des films. Il voyait, je ne sais pas combien de films par semaine, des dizaines. Et c'est à force de voir des films qu'il s'est assimilé, sans que ce soit théorique, la technique des plus grands maîtres. Là où j'ai été le plus amicalement jaloux de Truffaut, c'est dans Jules et Jim. Je me suis vraiment dit, ah là là, comme c'est bien, comme je voudrais avoir fait ça. Il y avait certains plans, je mourais de jalousie. Je me disais, c'est pas lui qui aurait dû le faire, c'est moi. Lesquels? Par exemple, le rire de Jeanne Moreau, lorsqu'ils ont un repas dans la prairie. Renoir et Guitry, ces deux grands artistes, immenses artistes, ayant un rapport avec d'admiration et à leur père, une présence absolument écrasante du père chez Guitry, aussi bien que chez Renoir, mais à la fois écrasante et totalement libératrice, totalement gracieuse, alors que chez Truffaut, où ce problème-là de recherche de père, de malaise par rapport à ça se pose sans arrêt, bon, il y a tout d'un coup ces espèces de ces deux personnages-là qui ont la supériorité, la grâce, l'aisance dans ce registre-là. De la période de l'enfance, M. Hitchcock, on raconte toujours l'histoire du... Of the period of their childhood, they always tell the story of... L'histoire du commissariat. Of the... quand son père l'avait fait police enfermer. Station, when your father had you locked up. Est-ce que c'est une histoire vraie? Is that a true story? Est-ce que vous pouvez la... Well, I was just sent along with a note. I must have been 4 or 5 years On of m'a age. envoyé avec une note, j'avais peut-être 4 à 5 ans. And the head of the police read it. Et le commissaire de police l'a Put lu. me into the cell. Et m'a mis dans la cellule. I said, that's what we do to naughty boys. Il a dit, voilà ce qu'on fait aux petits garçons méchants, vilains. Et qu'est-ce que M. Hitchcock avait fait pour mériter ça? And what had you done to deserve that? I cannot imagine, because my father Je ne peux used pas m'imaginer parce que mon père... because my father used to call me the little lamb without a spot. Parce que mon père m'appelait toujours le petit brebis sans une tache. Je ne peux pas imaginer ce que j'ai pu faire. Mais il était très sévère, paraît-il. But he was very severe with you, Yes, very stern. Oui. In America, you call this man Hitch. In France, we call him Monsieur Hitchcock. You respect him because he shoots scenes of love as if they were scenes of murder. We respect him because he shoots scenes of murder like a scenes of love. Truffaut a toujours été attiré par des metteurs en scène qui étaient différents de son propre tempérament. Car Renoir est un lyrique, Rossellini est un lyrique, Ophuls est un lyrique et un baroque. Et Truffaut, dans son œuvre, a, sauf l'exception de La peau douce, a toujours poursuivi une certaine tradition française de mesure qui, l'a-t-il fait exprès? Est-ce que c'était inconscient? Est-ce que c'était pour se protéger contre des affres et des angoisses
donc d'offrir une œuvre nue. Toute son œuvre porte la marque de cette admiration, mais tamisée. Et c'est ce frémissement qui, je crois, permettra à l'œuvre de Truffaut d'être redécouverte plus tard et vue autrement qu'on l'a vue quand elle est parue. À Cannes, le festival est arrivé à son terme avec la venue de M. André Malraux, ministre des Affaires culturelles. Dernier feu, mais aussi dernière parade. À l'heure de la distribution des récompenses, c'est en effet au film que Marcel Camus a réalisé au Brésil, Orfeo Negro, qu'étalait la Palme d'Or, tandis que le prix de la mise en scène attribué à François Truffaut pour ses 400 coups consacrait la promotion de la jeune vague du cinéma français. La façon dont on s'est emparé du côté romanesque de la vie de François, ça a dépassé évidemment, tout ça a fait boule de neige et c'était une avalanche qu'on ne pouvait plus arrêter. C'est plus une boule de neige, c'était une avalanche. On ne pouvait pas l'arrêter. Pour les parents, ça a été, je crois, un grand choc. Littéralement, ils ont été montrés du doigt dans le quartier. Et ils habitaient le même quartier depuis très longtemps. Alors, ça a eu un impact à l'intérieur de la famille, de la famille de François, dans le quartier, chez la boulangère, dans ce petit quartier que François n'avait jamais quitté, qu'il aimait bien, et que ses parents habitaient depuis très longtemps. Janine et Roland étaient effondrés, parce qu'ils sont bien sûr, se sont crus visés, et ils ont cru que c'était vraiment la vie de François telle qu'il était, quoi. Avec des différences, bien sûr, c'était quand même un film. Moi, j'ai toujours essayé de minimiser ce film parce que, en partie, ça ne correspondait pas quand même avec la réalité. Et je me suis dit, tiens, ben, il a voulu un peu prendre un sujet de son enfance, enfin de son adolescence, et de sa vie ensuite, avec ce qui lui était arrivé au point de vue sur le plan militaire, et ses désertions, ses petits larcins, enfin c'était pas grave ça. On en a fait finalement une trop grosse publicité. Ses parents, je me disais, quand ils ont vu le film, ça a dû être dur. Ça a dû être dur. Quoique, il y a tout de même un règlement de compte, mais enfin, j'ai tout de même mesuré, quoi. Bon, parce que le père n'est pas tellement antipathique dans les 400 coups. Bon, il est plutôt faible qu'autre chose. La mère, par contre, on sent qu'il ne va pas pardonner. Évidemment, comme il était plus attaché à sa mère, déçu, là, il pardonne moins facilement. À la rigueur, on pourrait essayer de le reprendre, mais pour ça, il faudrait qu'il s'engage à changer du tout au tout. Si seulement vous arriviez à lui faire peur, monsieur le juge. Mais ce n'est pas mon rôle, madame. Mais nous n'avons aucun pouvoir sur lui. Ou peut-être l'exercez-vous de façon trop intermittente. Dites-moi, est-il vrai que l'enfant soit parfois resté tout un week-end seul à la maison? Mon mari s'occupe d'un club automobile. Il a pu nous arriver de laisser le petit seul à la maison. D'ailleurs, il déteste le sport. Il préfère s'enfermer des heures au cinéma à s'esquinter les yeux. Et votre mari, que pense-t-il de tout ça? C'est son fils, après tout. Non, justement. Il m'a épousée quand le petit était en bas âge. C'est tout à son honneur. Je n'aurais pas dû vous dire ça. Bon, ses parents étaient souvent absents, surtout le week-end, en semaine, comme ils travaillaient tous les deux, bon, on n'avait pas tellement le temps de s'occuper de lui, de le surveiller, de contrôler les devoirs, tout ce genre de choses. Il était un peu rejeté par sa mère et pas aimé par son beau-père. Il n'y avait pas d'affection au foyer, si je peux dire. On compensait ça par notre amitié, on s'épaulait l'un l'autre, on se réchauffait, si je peux dire, moralement l'un l'autre.
Et bon, on faisait avec. C'était pas question de larmoyer sur un abandon familial. Il n'avait pas résolu son enfance en faisant les 400 coups. Ça n'avait pas suffi à conjurer des impressions de manque, d'avoir été mal aimé ou pas assez aimé. C'est des choses qui sont... toute sa vie, il a recherché à être aimé. Son vrai chagrin, la vraie rupture, elle était avec sa mère. Il pensait vraiment que sa mère l'avait effacé de sa vie. Or, il a trouvé plein de photos, plein de lettres gardées, ou des choses biffées d'une façon rageuse, avec, je ne sais plus quelle insulte, j'ai oublié quel mot, mais enfin, en même temps, il l'a vu, lui, comme une preuve d'amour, comme le fait qu'il a pu atteindre sa mère, qu'il a pu percer l'indifférence, parce que je crois que ce qui le faisait le plus souffrir, c'est l'idée que, malgré tous ses efforts, il n'arrivait pas à attirer l'attention de sa mère. Il a eu l'impression d'avoir réussi à attirer son attention quand il a vu les papiers qu'on a trouvés chez elle, ou des remarques, des espèces de post-scriptum qu'elle mettait sous une photo ou sous un article, et en même temps tout était conservé, découpé. Donc ça a été une surprise et un choc, mais c'était tard, elle venait de mourir, c'était trop tard. Elle est d'ailleurs morte au même âge que François. Elle a beaucoup souffert du malentendu entre elle et toi. Au fond, tout le monde se trompait sur elle. Les gens croyaient qu'elle en voulait la terre entière, mais c'est pas vrai. Non, simplement, elle pouvait pas supporter l'hypocrisie de la société. Et alors, elle s'en prenait à tout le monde, les journalistes, les curés, les commerçants, les politiciens. Je ne sais pas si tu te rends bien compte de ça, mais ta mère était une anarchiste. Vous avez peut-être raison, monsieur Lucien, mais franchement, je n'ai jamais pensé à ma mère comme à une anarchiste. Oh, dans l'intimité, c'était bien différent. Ta mère était un petit oiseau aussi. Il aimait sa mère et sa mère l'a rejeté. Donc, en plus des rapports fils-mère, sur le plan amoureux, on peut dire, bon, c'est un échec, et ça a été un échec qu'il a dû traîner toute sa vie. Rien n'a dû compenser ce premier échec. Oui, il était amoureux de sa mère. Normal, c'est à cause des premiers émois sexuels. Une fois pour toutes, elle m'avait interdit de jouer, de bouger ou même d'éternuer. Je ne devais pas quitter la chaise qui m'était allouée, mais par contre, je pouvais lire à volonté, à condition de tourner les pages sans faire de bruit. Elle avait l'habitude de se promener à demi nue devant moi, non pour me provoquer évidemment, mais plutôt, je suppose, pour se confirmer à elle-même que je n'existais pas. En me donnant à poster sa correspondance amoureuse, elle me témoignait une confiance que je ne méritais pas, puisque ses lettres parvenaient rarement à destination. Mon amour, je ne comprends rien à ton silence. Je n'ai reçu aucune lettre de toi depuis 2 semaines. Je me demande si les miennes te parviennent. Décidément, les mystères de la poste sont insondables. Insondables. Mon vieux Jean, quand tu auras fini de me tromper avec Stendhal, Ackermann et les autres, alors les autres c'était René, tu trouveras les portes du carrosse grandes ouvertes. Alors à bientôt, j'espère, ton ami François. Cette carte accompagnait un bouquin de Léoto, Lettre à ma mère. Et donc c'était un envoi tout à fait intentionnel, car François a eu un moment, et c'était donc vers 80, dans le début des années 80, l'intention de faire quelque chose d'après Léoto. Ça a évoqué de façon très mythologique, transposée, etc., le mystère de ses rapports avec sa mère, l'espèce de répulsion que lui a inspiré sa mère et l'attirance qu'il avait pour elle, parce que c'était une femme, je crois, assez prestigieuse. C'était une femme, une très belle femme, enfin, qui avait beaucoup d'allure, beaucoup d'allure. Mais nos rapports s'arrêtaient là. Je la regardais cachée derrière un arbre. Parce que sinon... Je l'ai connue en tant que sœur aînée. Il y a eu François, elle s'est mariée. Et je la définis comme une jeune fille pleine de vie. Et aussi
drôle et très imaginative, et puis intelligente. Et elle était passionnée, certainement, passionnée, je pense. J'avais pas de sympathie pour elle parce qu'il en parlait en fait plus pour nous faire rire d'une façon assez dure. Et je sais pas, ça devait dépasser sa pensée. C'était plus pour nous amuser. Le côté, moi j'irais cracher sur sa tombe, enfin le côté, oui, comme ça, un peu provocateur. Et il disait, ouais, qu'elle était alcoolique. Il disait que c'était pas la peine qu'on aille la connaître puisqu'elle aimait pas les enfants. C'était pas la peine qu'on aille la voir. Il disait, il transformait cette vieille phrase. Il disait, toutes les femmes sont des saintes sauf ma mère qui est une pute. J'adorais quand il disait ça. Pour moi, c'était d'une audace incroyable. Ça me plaisait. Permettez-moi de me remémorer les instants importants qui ont motivé François Truffaut à s'adresser à un détective privé. Je regarde ces photographies avec nostalgie et plaisir, et il me souvient d'un François Truffaut qui avait envoyé comme éclaireur pour défricher les premiers instants de ce qui devait devenir un film important, Baiser volé. Il avait envoyé deux amis journalistes, Claude de Givray et Bernard Revon, me contacter pour voir qui était et ce qu'était la profession de détective privé. Sa secrétaire m'avait téléphoné pour dire « François Truffaut a besoin de vos services, il désirait avoir une rencontre avec vous ». Il est venu un après-midi en me disant « Voilà, je veux retrouver mon père ». Il paraissait assez incertain sur les données qu'il possédait. On lui avait dit, et son père, à l'époque, lui avait dit « Je pense que ta mère a eu une liaison avec un monsieur qui habitait le quartier ou les environs. » Sans plus. Il ne connaissait pas exactement la profession, quoiqu'il subodorait qu'il avait une profession touchant les services de santé, soit médecin, soit dentiste. En serrant les questions une à une, nous sommes arrivés sur un certain dentiste à côté de Belfort. Nous sommes allés sur place, nous l'avons questionné sous un motif apparent qui ne donne pas prise à la réalité, et nous avons eu la preuve qu'il était vraiment le père de François Truffaut. Il m'a téléphoné et il m'a dit Liane, j'ai suivi votre conseil, mais je n'aurais pas dû. Maintenant, je suis dans un état d'angoisse terrible. Je connais l'identité de mon père, je sais où il habite, je sais ce qu'il fait, et maintenant j'ai la certitude qu'il est juif. Et il m'a dit, je suis allée devant la porte, je vais attendre, je n'ose pas entrer. Et là, j'ai pas voulu. Enfin, j'ai trouvé qu'il fallait respecter ce désir et surtout cette incapacité à aller plus loin. Et je lui ai dit, rappelez-moi après. Il m'a dit, je vais attendre qu'il sorte, je sais qu'il a un chien et qu'il va promener son chien tous les soirs à la même heure, grâce au détective privé. Je lui ai dit, surtout rappelez-moi après, même si c'est très tard, j'attendrai. Et il m'a rappelé, il m'a dit, voilà Liliane, je l'ai vu, c'était bien, il faisait noir, je n'ai aperçu qu'une silhouette. Qu'en pensez-vous? Et je lui ai dit, n'allez pas plus loin. Peut-être aussi a-t-il reculé parce qu'entre le moment du début de la recherche et le moment où il a trouvé, enfin du début, il y avait une recherche non dirigée quand il était plus jeune, et puis une recherche plus active au moment du tournage de Baiser volé. Mais il était devenu quelqu'un de trop important, et c'était peut-être un trop gros morceau à apporter à quelqu'un.
Il allait dire « Ah, bonjour papa, c'est moi ». Il se trouve que son père était juif, que ça a dû le surprendre, ou peut-être pas, ou peut-être qu'au fond il était content, oui. Je me demande s'il n'était pas content d'être juif. Mais maintenant, quand j'y pense, je me rends compte que c'est à cette période-là, c'est quand il a retrouvé son père et qu'il a su que son père était ce dentiste, qu'effectivement, il parlait beaucoup plus de judaïté à ce moment-là. Effectivement, je me souviens, il nous a pas parlé de son père, il nous a pas dit qu'il a retrouvé son vrai père, on ne savait pas qu'il avait un faux père et un vrai père. On n'en a pas parlé. Moi, ça m'a troublée, puisque du coup, on porte un nom qui n'est pas le nôtre. Voilà. Ça allait bien, Nestor? On se couvrait, hein, on était trop de front. Oui, parce qu'à ce moment-là, vous êtes couvert par les... Oui, parce que moi, je n'aime pas la version où on marche l'un côté de l'autre, ça donne rien. Il faut faire une version comme avant, où il fait le chien de facteur. D'accord. D'accord. Bien, Jean-Pierre. C'est pour le film, ça, tu crois? Non, c'est pour la télévision. Et comment ça s'appelle? La caméra? Non, oui, l'émission. Ça s'appelle pas l'enfant sauvage, comment ça s'appelle? Ah, je suis... Comment ils disent quand ils font le clap? Cinéastre. Cinéastre. Cinéastre? Il faut, au 49. Cinéaste? François a toujours été fasciné par le rapport, mais ça je me demande s'il ne tenait pas ça bon personnellement, parce qu'il avait le sentiment de ne jamais avoir eu le père qu'il aurait fallu, mais ça, moi, j'ai toujours eu ce sentiment, et je crois qu'il y a beaucoup d'hommes, de gens, qui ont le sentiment de ne pas avoir eu ou le père ou la mère qu'ils auraient voulu. Alors, il y avait ce sentiment-là, mais il y avait le sentiment de l'histoire de l'éducateur. Et ça vient... on était complètement intoxiqués de films de Chaplin. On connaissait, moi, François, les films de Chaplin par cœur. Et dans les films de Chaplin, vous avez toujours, dans beaucoup de films de Chaplin, même à l'époque Mutol, par exemple, le Charlot violoniste, enfin, je ne sais pas le titre qu'on peut lui donner, Le Vagabond. Vous savez, quand il recueille Edna Purviance, qui est une enfant enlevée à ses parents et qui la rééduque. Vous vous souvenez de ce film? Alors vous avez déjà l'ébauche du Kid. Ensuite, vous avez Le Kid, qui est une histoire d'éducation. Et vous aboutissez à un des films préférés de François, qui était L'Amelac, Les Feux de la Rampe, où il y a vraiment une personne régénérée par un homme plus âgé. Oui, c'est pareil. Victor, mais c'est toi, Victor. C'est toi, Victor. Tu comprends? Moi, j'ai assisté une fois à une projection de l'enfant sauvage aux États-Unis, à Berkeley. C'était une classe de lycée qui voyait le film. Et puis à la fin, il y avait une discussion. Et puis le professeur je ne sais pas quel professeur, c'était la maîtresse qui dirigeait un peu les débats, a parlé aux enfants de ce docteur qui voulait former cet enfant sauvage venu de la forêt, qui essayait de lui faire mettre des chaussures, qui lui apprenait l'alphabet, qui lui apprenait à faire des exercices un peu bêtes, etc. Puis on sentait bien dans ses questions et ses commentaires qu'elle les guidait
vers une interprétation très critique. Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas laissé cet enfant tranquille? Et finalement, est-ce qu'il avait si bien fait que ça? Est-ce que c'était une œuvre si généreuse que ça, etc. Et j'étais sidérée, ça ne m'était jamais venu à l'idée qu'on puisse interpréter le film comme ça. Et j'en ai parlé avec papa ensuite, qui m'a dit qu'en fait, beaucoup de gens avaient pris le film comme ça à l'époque, c'est-à-dire pas si longtemps après mai 68, mais que pour lui, une interprétation pareille le choquait énormément. Pour lui, s'occuper de quelqu'un, vouloir former quelqu'un, vouloir éduquer un enfant, c'était une preuve d'amour, c'était toute la froideur ou l'attitude assez distante du professeur Rittard, du docteur Rittard, c'était aussi de l'amour, c'était aussi de l'affection. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, quand tu seras grand, quoi? T'as absolument aucune idée. Ah, t'as pas d'idée? Non, absolument aucune. Ça te plaît pas, le cinéma? T'as pas envie de continuer comme si, ça? Non, enfin, je sais pas. Oh, si, moi, ça m'intéresse, j'espère, enfin... Être vedette de cinéma? Ouais, enfin, réussir là-dedans, parce que... Enfin, j'aime bien ça. Ah bon? Oui. Bon, c'est la première fois que je viens, alors je peux pas savoir, pas oui, mais tu verras, de... au bout de... Si tu fais le film, au bout de quelques jours, t'es pris dans l'ambiance, puis il y a la troupe, il y a tout ça, ça... Oui, ça doit être intéressant, oui. T'es content. Tu fais de l'art dramatique dans l'école où t'es? Oh, non. Ah oui, rien de théâtre, rien de tout. Ah, rien du tout, tu fais tes études, quoi. C'est ça. Ah ouais? Ah non, on varie là-bas au collège, et puis... Ah bon? On s'amuse bien, quoi. On fait des petites soirées sans dire rien à personne, puis le soir, allez, les gars, on monte, on fait une petite estrade, et puis on joue un truc, alors tout le monde est étonné, et ça fait toujours bon effet. Ça va pas être mal. Quand la route était libre, je mettais un petit chiffon après le balcon, et là, il sifflait. Moi, je lui ouvrais la porte de la cuisine, et il passait par l'escalier de service, et je le faisais rentrer dans l'appartement. En revenant du cinéma, il rentrait pas chez lui, on passait la nuit à jouer au jaquet, à discuter, à fumer quelques cigarettes, et il dormait là, quoi. Il dormait sous mon lit, c'est-à-dire je mettais un matelas sous le lit, je faisais tomber les draps et ça faisait 2 lits superposés, quoi. Si bien que si mon père rentrait le matin, vous ne voyez rien. Ce qui est intéressant, c'est qu'en vérité, par exemple, je dis quand même pour les 400 coups, je trouve que c'est intéressant, c'est que le personnage d'Antoine Doinel, c'est pas Truffaut, c'est un amalgame des deux. Ce qui fait qu'il a un peu piqué, sa jeunesse à son copain Lachenay, parce que c'était plutôt Lachenay à l'époque qui était moteur. Et Truffaut était un peu timide, un peu tiré par Lachenay. Mais quand il a fait un film, le personnage principal, c'est lui qui doit être moteur, par définition. Donc c'était aussi des règles qui s'étaient faites en voyant des films américains ou français. Donc c'est tout, donc c'était lui qui était moteur. Truffaut, à 18 ans, à 19 ans, décide qu'au fond, il est au point zéro, quoi, que tout ce qui précède ne compte pas et qu'au fond, il faut réécrire sa biographie. Il l'a réécrit aussi à travers Jean-Pierre Léaud, Antoine Doinel. Non, pas du tout, c'est pas le divorce giscardien. Le divorce par consentement mutuel a été inventé sous la Révolution, n'est-ce pas, Antoine? Oh, moi, je n'ai rien à dire. De toute façon, c'est tout ce qu'il demande. Il serait ravi d'être décisif du dossier. Mais dites-moi, je le connais, ce type. C'est Antoine Doinel. Je l'ai connu autrefois aux Jeunesses musicales. Il m'a abordé, ça le playel. Au début, il m'a épaté parce qu'il habitait seul et qu'il gagnait déjà sa vie. Il travaillait chez Philips, vachement indépendant. Antoine Doinel. Et c'est pratiquement mon client. Il s'est occupé de son ex-femme. Gardiniat vient juste de prononcer leur divorce par consentement mutuel. Ça alors? Antoine a divorcé. Je me demande si je devrais lui présenter mes condoléances ou mes félicitations à celui-là. Là, on avait la chance d'avoir un matériel qui représentait presque une vie. Eh bien, c'est normal, si vous aviez ce matériel de quelqu'un, acteur ou pas, vous auriez l'idée d'en faire une espèce de biographie imaginaire. Et c'est ce qui s'est passé. L'amour en fuite, c'est une biographie imaginaire d'un personnage qui est une sorte de petit alter ego partiel de Truffaut.
Il était très angoissé parce que c'était dans son esprit le dernier film sur Antoine Doinel. Ça signait un petit peu la fin. C'était dans son esprit le dernier film de la série Doinel. Dans la mesure où c'est Jean-Pierre Léaud qui interprétait le rôle d'Antoine Doinel, il était très paternellement inquiet de l'effet que ça pouvait faire sur Jean-Pierre. Jean-Pierre était d'ailleurs lui-même très tendu à ce moment-là. Donc, comme en même temps c'était quelqu'un, François, qui voulait toujours faire du bien aux acteurs, il pensait que le rôle d'un cinéaste, c'était qu'un acteur sorte d'un film en ayant quelque chose en plus. Il avait très très peur que ce soit un cadeau empoisonné. Truffaut se sentait une responsabilité vis-à-vis de Jean-Pierre Léaud, vis-à-vis de la façon dont il avait transformé son destin, et dont peut-être il l'estimait avoir parasité sa vie, son existence. Moi, je pense d'une certaine façon l'inverse. Je pense que Truffaut, qui est vraiment sur ces choses-là extrêmement perceptif et malin, voit bien que s'il y a quelque chose qui risque de parasiter son cinéma, c'est Jean-Pierre Léaud. Il y a eu une telle peur dans cette œuvre close de faire entrer un élément aussi important, aussi essentiel, aussi fort et aussi envahissant, que Truffaut a eu besoin de devenir lui-même l'intérêt, de remplacer Jean-Pierre. Je veux dire, les grands rôles de Jean-Pierre adulte dans l'œuvre de Truffaut, c'est lui-même qui les a incarnés. Jean-Pierre devient un double presque trop inquiétant. Bon, bah, tant qu'à être aussi frontal que ça, soyons-le en l'étant nous-mêmes, quoi. J'avais les idées de mon temps et je l'incitais à aller voir un analyste. Il s'intéressait beaucoup à tout ce qui touchait la psychanalyse et surtout tout ce qui touchait les analyses d'enfants. Il avait lu énormément de choses. Il avait été très impressionné par Bettelheim, très impressionné par beaucoup de bouquins. Il en avait beaucoup. Mais il avait l'impression que ça tarirait une source. Il pensait que ces névroses étaient certainement nourricières. Et il avait peur de ne plus avoir de névrose. Ou d'en avoir moins. Il pensait que c'était un besoin, que c'était important dans les films d'avoir ce jaillissement souterrain. J'aime le lyrisme caché de La peau douce, parce que c'est un film lyrique, froid mais lyrique. C'est le seul film où François, ça avec peut-être Deux Anglais et le continent, c'est peut-être le seul film où François a senti qu'il y avait quelque chose d'inconscient qui bougeait, quelque chose de non maîtrisable et de non maîtrisé, je dois le dire. Un aimant inconnu joua en eux et les projeta violemment. Le ruban éclata après une résistance bien plus vive que chez Anne. Il ne s'agissait pas de bonheur ni d'attendrissement. Il s'agissait pour Claude d'armer Muriel, femme, contre lui. C'était fait. Il y avait du rouge sur son or. C'est très net, il baissait le nez en projection et quand on en parlait, c'était assez difficile. Il était très pudique et puis très osé. Je veux dire, une fois par film, au moins, il avait besoin de faire quelque chose qui le gêne, quoi. Il
dans chaque film, il y a une séquence où il ferme presque les yeux, où il est vraiment, où il se dit mais comment j'ai pu filmer ça, comment j'ai pu faire dire une horreur pareille. Je crois qu'il étant d'une certaine façon un peu pudique, il se poussait de temps en temps. Hein. Il fallait dire une cochonnerie par film. C'était, je crois, ce qu'on peut appeler un obsédé sentimental, c'est-à-dire que de même que je crois que rien ne l'intéressait plus comme thème cinématographique que les sentiments, c'est parce que lui-même était un obsédé sentimental et qu'il creusait cette matière-là avec obstination et entêtement, parce qu'elle était aussi la matière de sa vie privée. C'était du matériau, tout devenait matériau. Sa vie même devenait matériau. Ses expériences amoureuses, toutes ces aventures plus ou moins heureuses ou plus ou moins ridicules qu'il avait avec des femmes, ou plus ou moins passionnées, ou plus ou moins merveilleuses, j'en sais rien, ça ne me regarde pas, ça devenait du matériau. Parlons de L'homme qui aimait les femmes. Alors, il y a des gens naïfs qui disent « Ah, L'homme qui aimait les femmes, c'est une œuvre autobiographique, etc. » Il n'y a pas d'œuvre autobiographique. C'est-à-dire que, par exemple, dans L'homme qui aimait les femmes, il y a certainement des petites expériences personnelles, mais il y a l'expérience d'Henri Rocher, le fait même de noter ses aventures amoureuses, ça c'est Rocher. Et en même temps, il y a un de nos amis, qui est Michel Fermaux, qui est le co-scénariste du film. Et ce mec était terrible. Il y avait des histoires comme ça, très très drôles, très rocambolesques. Et François le connaissant, il racontait des histoires à François. Et François a eu l'idée de le mettre sur le coup, de façon à ce qu'ils fassent le scénario ensemble. Pour moi, rien n'est plus beau à regarder qu'une femme en train de marcher pourvu qu'elle soit habillée d'une robe ou d'une jupe qui bouge au rythme de sa marche. Il y a celle qui file rapidement vers un but, peut-être vers un rendez-vous. Il y a celle qui se promène avec sur le visage un air de loisir. Certaines sont si belles vues de dos que je retarde le moment d'arriver à leur hauteur pour ne pas être déçu. À vrai dire, je ne suis jamais déçu, parce que celles qui sont belles de dos et moches de face me donnent une sensation de soulagement, puisque malheureusement, il n'est pas question de les avoir toutes. Il se nourrissait de ses idées, de ses pensées à lui, de faits divers bien sûr, des pensées et des paroles des gens proches. Donc évidemment, on retrouvait des choses qu'on avait dites dans les films. Mais au fond, non, je le retrouve partout. Je ne peux pas dire qu'il y ait un film de lui où il y ait une vraie grande distance, où il se... Mais bien sûr que quand Laura, Madeleine et moi, et puis les femmes qui ont partagé sa vie, donc les gens qui étaient dans l'intimité de François, étaient à une projection et voyaient ces films, on y voyait beaucoup plus que vous, beaucoup plus que les critiques, beaucoup plus que les spectateurs, beaucoup plus, oui, bien sûr, on le retrouvait beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il y a 3 ou 4 dames qui m'ont abordé en me disant « Oh, vous avez interprété mon rôle, j'étais la Colette de l'amour à 20 ans, je suis celle qui a brisé le cœur de François Truffaut quand il était tout jeune et qu'il a envoyé au service militaire ou je ne sais plus où quand il s'est engagé à l'époque, enfin à cause d'une histoire d'amour. » Donc j'ai rencontré 2-3 dames qui m'ont dit être Colette. Peut-être qu'il y a eu... Bon, c'est peut-être... je ne sais pas qui est la vraie, peut-être qu'il y a eu un amalgame entre plusieurs, je ne sais pas, comme il faisait toujours d'ailleurs, comme il faisait très très souvent dans ses scénarios. On a l'impression que les femmes ont passé leur temps à lui reprocher effectivement de raconter dans les films ce qui s'était passé dans la vie. C'est vrai que le personnage de Colette le lui reproche. C'est une des choses avec lesquelles moi je ne collais pas, enfin je veux dire dans la vie privée, personnelle, comme individu, je trouve ça relativement normal qu'on ait toutes les libertés par rapport à la biographie. Et puis j'aime beaucoup écouter les femmes aussi. D'ailleurs, c'est ce qui faisait... pourquoi François était un immense séducteur, c'est parce qu'il les écoutait énormément. Et puis quand elles s'arrêtaient, il recharbonnait pour qu'elles reparlent encore, parce qu'elles se confient. Je crois que c'est... Mais je sais pas, moi j'ai pas vécu avec lui, c'est dommage, parce que j'aurais bien voulu être une femme pour comprendre, pour savoir. Mais toutes les femmes que j'ai connues, qui ont connu François... Ça a été il paraît que c'était une merveille, quoi. C'était une merveille d'homme. Les derniers moments où je l'ai vu, c'était dans les jardins du Trocadéro. On sortait d'une projection avec Nestor Almendros. On voulait faire le remake de... merde, comment s'appelle ce film? Le type qui a le nez... Nez de cuir. Nez de cuir, voilà. Et on était partis là-dessus. C'était un bouquin de Lavarande et j'étais vraiment fou amoureux. On avait été voir le film avec Marais.
Nestor, et puis François, qui était déjà qui était très faible. Et je me souviens, j'étais avec le casque de la moto, tout le monde était parti, puis il y avait François qui était en bas des marches de la cinémathèque. Et puis, il me regarde, et je sais pas, il enfonce son chapeau, mais vraiment là, et il s'en rendait pas compte. Et c'était une image terrible, parce que là, j'ai vu vraiment la maladie, quoi. C'est-à-dire qu'il ne voyait plus, il ne sentait plus les choses. Et je lui dis, François, ton chapeau, hein? Si ton chapeau, il est là, tu me vois là? Je suis là. J'ai retrouvé ta bague, Julie. Je voulais te la rendre aujourd'hui, sans attendre ton anniversaire. Je ne t'ai pas oublié, Julie. Je ne t'oublie pas malgré les années. C'est même tout le contraire. Je pense à toi de plus en plus. Cette nuit qui commence, nous allons la passer ensemble. Moi, j'ai toujours cru qu'il a été complètement arrêté. Puis quand même, quand il est mort, il y a eu cette idée à la fois que son corps soit brûlé, donc des cendres, mais que ses cendres soient enterrées, qu'il y ait quand même un cérémonial. Enfin, et puis une messe quand même. Il avait demandé à ce qu'on dise une messe, mais bon, un peu marginale. Mais donc c'était pas la grand-messe, mais pas une petite messe. Donc il y a ce côté quand même un peu sacré. Moi, j'ai pensé, oui, c'est ça. Il y avait les deux. Oui, c'est vrai. Quand on voit la chambre verte, on comprend qu'il y était quand même une sorte de mysticisme, un mysticisme peut-être. Enfin, sans Dieu particulier. Quand il m'a parlé de ce film, La Chambre Verte, il était très inquiet. Il se disait, au bout de 8-10 jours, la première fois quand j'ai lu le scénario, au bout de 8-10 jours, il m'a dit, non, il ne faut pas faire ça, c'est une folie, c'est de la folie, ça ne marchera jamais. Enfin, il avait un moment, il a eu envie d'arrêter, il avait très peur. J'ai un peu le sentiment que c'était un homme qui a mis beaucoup d'énergie à calmer sa violence. À l'organiser, disons. Et je pense que sa crainte, ça c'est vraiment un truc comme ça, sa crainte en tournant La Chambre Verte, c'était que ça allait d'un coup, il y avait un truc qui allait sortir, qui allait se lâcher. C'était le fait de se dévoiler. Et le musicien, là, vous l'avez connu? Oui, je l'avais presque complètement oublié. Et puis, en entendant à la TSF un morceau qu'il avait composé, je me suis rendu compte que sa musique, pleine de clarté et de soleil, est la meilleure pour escorter le souvenir de tous ses amis morts. C'est un film qui m'a choqué. En plus, j'ai aimé le voir comme comédien, mais pas dans La Chambre Verte non plus. Ça me déplaisait qu'il joue ce rôle où les comédiens avec qui il aimait tourner, enfin j'en connais plusieurs qui auraient été mieux que lui, je trouve. Et c'est le seul point de vue cinématographique que j'ai sur le film. Mais autrement, le point de vue est que je refuse ce film parce que je refuse cette célébration de la mort, cet aspect de la mort. Ça aussi, ça fait partie, enfin, du fait que c'est la première fois que je parle de François aujourd'hui. Il n'avait pas envie qu'il y ait un intermédiaire entre le personnage et lui. C'était quelque chose qui était trop profond, trop intime, c'est trop personnel, cette démarche. Et il n'avait pas envie qu'il y ait quelqu'un d'autre entre ce Julien Davenne et lui. Cette présence de la mort était effectivement... moi, j'ai pensé que c'était pour des raisons littéraires ou esthétiques qu'il avait envie de faire ce film. Et ce n'étaient pas les bonnes raisons.
François disait souvent « je mourrai jeune ». Mais il le disait ni comme une menace, ni comme un chantage. Attention, soyez gentil avec moi. C'est pas ça du tout. Il respirait mal, il s'étouffait avec la fumée de sa cigarette. Il était un homme qui travaillait beaucoup, qui était très fatigué et qui avait surtout le souffle court. Et je crois que ce souffle court devait certainement l'impressionner. Évidemment que maintenant qu'il est mort jeune, maintenant que je sais que ce qu'il m'a dit était vrai, ça change complètement la perception que j'ai de son, par exemple, de son besoin de faire la chambre verte. Je vois bien cette double composante de gravité, mais pour moi, l'humour est quand même ce qui reste davantage. Au moment de sa mort, où on a tellement écrit sur lui, ça m'a beaucoup frappé à quel point ce n'était pas comme ça que les gens le décrivaient. Et pourtant, moi, c'est comme ça que je l'aurais décrit. Dans cette volonté de gaieté, cette volonté d'alléger les choses. Je ne pourrais absolument pas le décrire comme quelqu'un de hanté par l'idée de la mort et de la mort des autres et de sa propre mort. Quand on allait voir Jean Renoir à Los Angeles, il était attendri et attristé de voir Jean Renoir n'avoir une capacité de travail qui n'était plus que de 2 heures par jour à peu près, où il pouvait dicter des choses pour ses livres. Il avait très peur, je crois, de ça. Il n'arrêtait pas de nous dire avec Laura, laquelle des deux poussera mon fauteuil. Mais oui, il aurait voulu faire encore au moins 20 films et travailler jusqu'au bout. Je ne sais pas si j'avais le sentiment qu'il allait mourir jeune. Oui, on avait l'impression, pas seulement moi, je suppose, qu'il se consumait. Que ça brûlait intensément, que c'était... Oui. Quand on voit La femme d'à côté, ou quand on voit Les deux Anglaises et le continent, c'est des films abominablement souffrants, où les personnages sont malades physiologiquement d'amour. En général, ça se traduit par des vomissements, des évanouissements. C'est de la passion à un très haut niveau d'ébullition. Et ça devait, je pense, être très, très proche de ce qui était vraiment l'homme de François Truffaut, je crois. Mathilde. 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 Tu crois que tu peux conduire? Je me souviens de ce que disait François, qui voulait démontrer que le romantisme, les passions intenses n'étaient pas que le privilège des romans du 19e siècle. Que même dans un parking, dans un supermarché, l'intensité des sentiments, le chagrin, la douleur pouvait faire que vous vous évanouissiez. Ou en effet, le fait que quelqu'un prononce votre nom ou que le contact physique soit si fort. On croit toujours que seules les héroïnes qui sont enfermées dans des corsets ou le fait de l'interdiction sociale ou de l'interdiction religieuse. Alors je trouve ça magnifique qu'il n'y a pas de cohérence, qu'il n'y a pas de logique, que rien n'est prévisible, mais que rien ne vaut sous le soleil, que Madame de Lafayette, la princesse de Clèves, s'évanouit, et que Mathilde, là, rien de poétique, il n'y a pas de beaux frondaisons, des belles frondaisons, il y a un parking avec une voiture. C'est pour ça que je trouve ça très très fort. Ça réconcilie tout, ça réconcilie la littérature, les idées toutes faites sur les amants modernes, sur les femmes modernes. On pense que les
les femmes modernes sont libérées de certains sentiments qui les empêchent de respirer ou qui les empêchent de vivre. Ben là, dans une grande liberté, dans une simplicité. Mais on voit bien que rien ne l'a annoncé, ce grand choc. Et en effet, après, quand on voit la suite du film, ce n'est qu'une suite successive de chutes. Quelquefois c'est Bernard, quelquefois c'est Mathilde. C'est comme des vases communicants. Et quand il y en a un qui tombe, l'autre se relève. Et... ouais, c'est une scène magnifique. Caresse-moi le visage avec tes mains. Attends. J'attends. Oui. Je pense qu'il s'est plus investi dans le personnage de Mathilde. Même si c'était une femme, c'est peut-être pas le seul film d'ailleurs dans lequel il s'est identifié au personnage de la femme. Et en même temps, quand je pense à ça, je me dis que c'est pas aussi simple que ça. Que justement cette histoire d'un couple ni avec toi, ni sans toi, c'est presque la même chose à propos de François. C'est lui, c'est elle, c'est Bernard, c'est Mathilde. C'est mélangé. C'est comme la part d'ombre et de lumière. Quelquefois c'est Bernard, quelquefois c'est Mathilde. Mais quand même, comme moi j'aime bien les choses exagérées et que j'aime la mauvaise foi, j'aime bien l'idée que François soit Mathilde. S'il vous plaît, pour Marseille, c'est ici? Marseille, non, c'est en face. Après 100 mètres de course, le capitaine prend la corde, suivi de Mascol et Mon Amour. À 1000 mètres de l'arrivée, Mon Amour, devance du capitaine et Magali. Les suivants sont très près les uns des autres. Allô? Vous vous rappelez, le capitaine? La madame Vercel, son amour? Non, c'est pas son amant. Le capitaine n'est pas un homme, c'est un cheval. Il y a un autre cheval qui s'appelle Mon Amour. Ah! Nom de Dieu, les courses! C'est là qu'elle claquait tout son argent. Ah, mon autocar arrive. Les courses de chevaux. Cherchez de ce côté-là. Au revoir, monsieur Lablache. Alors, vous vous rappelez cette phrase, justement, dans La femme d'à côté, où il dit, au moment où elle dit, on me demande de tourner la page, mais ils ne savent pas que la page pèse 100 kilos. Et le docteur lui répond, mais la vie a plus d'imagination que vous. Et c'est vrai que quand on va mal, on ne veut pas croire ça. Et là, tout d'un coup, dans Vivement Dimanche, la vie, le fait de changer d'arrêt d'autobus, la vie lui a donné le coup des trompettes, le coup des chevaux. Oui, c'est vrai, la vie vous offre cette possibilité de... où elle est plus forte que tout ce qu'on aurait pu sur un petit bout de papier griffonné pour essayer de résoudre ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Et je trouve qu'elle a, en dehors du cinéma, hein, en dehors de la fiction, en dehors de le Vivement Dimanche qui est vraiment comme une sorte de blague, comme tourné avec beaucoup de précision, beaucoup de vigilance, même au niveau des dialogues, avec beaucoup de travail, mais qui est comme quelque chose de par-dessus l'épaule où personne ne s'appesantit. Eh ben, il y a plein de plans, parce que quand on parle comme ça d'un plan, moi, je trouve toujours qu'il y a deux sortes de films. Il y a les films qui vous donnent envie de vivre, même s'ils sont noirs, même si... et puis les films qui vous donnent pas envie de vivre. Et moi, je trouve que dans des plans comme ça, on dit, ah ben oui, c'est pas exceptionnel de monter sur un mur, de voir une course, un autobus qui démarre, etc. Mais ça fait que la vie, vous êtes comme sur des petits coussins d'air, tout fonctionne. Alors bon, on dit qu'on n'a qu'une vie, que la vie vaut rien, mais qu'on ne l'échangerait pas on l'échangerait pour rien au monde.
C'était un homme qui a mis beaucoup d'énergie à calmer sa violence, à l'organiser. Il gardait enfin le côté non conformiste pour ses films, mais c'est vrai que sa vie donnait les apparences d'une vie très bourgeoise. François s'était fabriqué une espèce de tête de statue du commandeur, comme ça. Il se tutoyait, ce qui était rarissime, il voyait tout le monde, ça c'était encore une grâce de voyou. Là, il a monté dans mon estime, c'était un déserteur, donc c'était un type bien. Des secrets, je crois que, bien sûr, il doit en avoir beaucoup encore. Et beaucoup pour moi aussi. C'était, je crois, ce qu'on peut appeler un obsédé sentimental. François voulait démontrer que les passions intenses n'étaient pas que le privilège des romans du 19e siècle. C'était quelqu'un, François, qui voulait toujours faire du bien aux acteurs. C'est la première fois que je parle de François aujourd'hui.